Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur Nicéphore, le podcast qui vous fait redécouvrir l'histoire de la photographie pour insuffler une nouvelle ère dans votre créativité. Vous écoutez Élodie Bonin et cet épisode s'intitule Gertrude Casbir, devenir photographe au féminin. Avant de commencer, je vous invite à vous rendre en description de cet épisode. Vous y trouverez le lien de l'article résumant le contenu à venir, accompagné des photographies et images qui seront mentionnées. Cette ressource vous sera grandement utile pour une meilleure compréhension de l'épisode. Maintenant que tout est dit, c'est parti. Juin 1858. La ruée vers l'or de Pikes Peak fait connaître un afflux sans précédent de populations américano-européennes dans les Rocheuses. Près de 100 000 chercheurs d'or s'installent dans des campements qui, peu à peu, se transforment en villages, puis en villes. C'est ainsi que, le 16 juin 1858, une poignée de ces mineurs fondent leur propre village et le nomment Golden. Découvrant cette expansion économique de la région, il n'en faut pas plus pour convaincre John Staunton de s'installer dans le village et d'y entreprendre la construction de chemins de fer. La vie de l'homme prospère, à tel point qu'en 1860, il est élu maire de Golden. Un honneur pour ce village devenu rapidement la capitale du Colorado. Mais ce faux semblant de vie libre et sans attache ne dure pas longtemps. Cette même année, quelqu'un vient frapper à la porte. Devant lui se trouve Muncy, son épouse, et se tenant à ses jupons 2 enfants, laissés 2 années plus tôt à Fort-des-Moines dans l'Iowa, au bon soin de sa mère, Gertrude, âgée désormais de 8 ans, est prête à retourner vivre auprès de son père, avec sa mère et Édouard, son frère cadet. Mais la mort frappe brutalement son père en 1864, privant soudainement sa famille de leur principale source de revenus. Muncy Staunton décide donc de changer radicalement de vie pour le bien de ses enfants. La famille endeuillée s'installe alors à Brooklyn, un quartier marqué par la diversité multiculturelle où descendants de colons et migrants européens se côtoient. Pour subvenir aux besoins de ses enfants, Muncy ouvre une pension pour voyageurs et nouveaux habitants de la ville. Son emploi assure une stabilité financière au foyer et permet à Gertrude de suivre une éducation formelle, où la lecture, l'écriture, la géographie et l'histoire lui sont certainement enseignées. Un véritable privilège quand on se rappelle que la majorité des filles de sa génération étaient privées d'éducation scolaire. En 1874, Gertrude, âgée de 22 ans, épouse un homme d'affaires d'origine allemande, Édouard Casbir. Peu de temps après leur mariage, le couple s'installe à Bethléem, en Pennsylvanie, où Édouard travaille dans l'industrie manufacturière. Cet emploi permet au foyer de mener une vie relativement aisée et de fonder leur propre famille. Gertrude donne ainsi naissance à 3 enfants. Tout d'abord, Frédéric William en 1875, puis Gertrude Élisabeth en 1878, et enfin Hermine Mathilde en 1880. Durant les 15 premières années de son mariage, Gertrude se consacre quasi exclusivement à son rôle d'épouse, de mère et de maîtresse de maison. Bien que cette vie soit très en contraste par rapport à l'indépendance financière de Muncy Staunton, sa propre mère, elle concorde parfaitement aux normes sociales de l'époque, et d'autant plus au regard conventionnel d'Édouard Casbir.
Il n'est donc pas étonnant que des tensions apparaissent au sein du couple Casbir, quand Gertrude commence à révéler un vif intérêt pour les arts, et en particulier pour la peinture et le dessin. Par la pratique de cet intérêt, lors de son temps libre, elle se découvre un véritable potentiel créatif, qui la pousse graduellement à vouloir échapper à son quotidien de mère au foyer, et peut-être même de son mari. D'ailleurs, après le décès de celui-ci, bien plus tard, en 1910, Gertrude dira de lui « Si mon mari est allé au paradis, je veux aller en enfer. Il était terrible, rien n'était jamais assez bon pour lui. » De quoi nous faire clairement imaginer les difficultés de couple que Gertrude devait traverser. Mais comme le divorce était encore très mal vu par la société de l'époque, il était inimaginable pour le couple d'entamer de telles démarches. Heureusement, en 1886, Gertrude a une idée, motivée par sa soif d'indépendance et d'apprentissage artistique. Avec audace, elle demande à son époux de lui financer un voyage en Europe pour parfaire son talent créatif et s'immerger pleinement dans un environnement épanoui culturellement. Et quelle n'est pas notre surprise d'apprendre qu'Édouard accepte. Bon, certainement avec l'envie intérieure de se détacher géographiquement de son épouse, mais peu nous importe. Gertrude va enfin quitter la vie rurale et dénuée d'esthétisme qu'elle connaît depuis toujours pour s'immerger pleinement dans les arts européens. C'est donc le commencement d'une nouvelle ère dans la vie de Gertrude Casbir, loin des responsabilités maternelles et conjugales que la société lui a imposées. Elle est enfin prête à se rapprocher des élites culturelles et artistiques européennes. Il est alors temps pour elle de parfaire ses talents. Et quoi de mieux pour ce faire que d'étudier au cœur de la capitale mondiale de l'art, Paris. C'est là-bas que notre héroïne, grâce au soutien financier de son époux resté aux États-Unis, intègre l'Académie Julian. Elle y est formée à la peinture et au dessin et apprend à composer des images, à créer et maîtriser la lumière, tout en restant fidèle aux émotions et expressions des sujets représentés. Durant son séjour en Europe, elle profite également de voyager à Londres et à Munich, où elle fait la découverte du symbolisme et de l'impressionnisme, deux mouvements picturaux remettant en question l'académisme de la peinture. Elle en profite également pour visiter des musées, des galeries d'art et d'autres lieux d'exposition lors desquels elle développe sa sensibilité artistique. Par ailleurs, c'est certainement durant ce séjour en Europe qu'elle commence à développer un certain intérêt pour la photographie, sans pour autant que celui-ci devienne radical. C'est après 4 années de vie en Europe que Gertrude Casbir s'apprête à retrouver son foyer. Cependant, de retour à Bethléem aux États-Unis en 1890, les tensions avec son mari s'accentuent. Gertrude a gagné en indépendance et en ambition, ce qui ne coïncide plus du tout avec la vision de vie conjugale de son mari, Édouard. Cette même année, le couple prend donc la décision de mener une vie séparée. Suivant librement cet élan, Gertrude quitte donc définitivement Bethléem avec ses enfants, laissant Édouard derrière elle pour se réinstaller dans le Grand New York qu'elle connaît si bien. Il me semble important de vous préciser qu'en 1890, Gertrude est âgée de 40 ans et ses enfants ont alors entre 10 et 15 ans, ce qui n'est pas sans rappeler l'enfance de la mère de famille. Là-bas, à New York, elle décide de continuer son initiation aux arts et intègre donc la Brooklyn Institute of Arts and Science. Son projet est de mener carrière dans la peinture. Ses cours parfont son élévation culturelle, artistique et scientifique. Et par scientifique, nous devons entendre la science photographique, où il est primordial de connaître les techniques de prise de vue, de développement et de tirage d'images. Par l'ensemble de son cursus universitaire, sa découverte pratique de la photographie est pétrie dans un environnement artistique, ce qui expliquerait sa perception du nouveau médium comme une forme à part entière d'art, très novateur pour son époque. Pour Gertrude, la photographie, comparée à la peinture, est davantage directe et accessible pour exprimer ses idées artistiques. Et c'est ainsi qu'elle crée son propre art, en couplant les techniques photographiques à l'esthétique picturale. Alors bien évidemment, je tiens à préciser que la manière dont Gertrude Casbir appréhende le médium photographique
n'est en rien influencée par le pictorialisme européen. Et si vous ne savez pas ce qu'est le pictorialisme, je vous réfère à mon 4e épisode de Nicéphore où je traite de ce sujet. Il se peut très certainement que Gertrude ait, durant son séjour européen, découvert le mouvement pictorialiste, mais elle ne l'a pas fréquenté directement. C'est pourquoi, des écrits qui l'entourent, on peut en conclure que son art est davantage inspiré de sa propre vie en itinérance dans cette effervescence culturelle. Cela n'en retire pas moins les similitudes qui rapprochent ces photographies du mouvement pictorialiste, telles que la composition, la lumière, les techniques et références à la peinture classique européenne. À la fin de son parcours universitaire en 1894, Gertrude Casbier ne perd pas de temps et ouvre immédiatement son studio de photographie sur la célèbre et richissime 5e avenue de Manhattan. Dans son espace professionnel, la photographe pratique le portrait. Ses images de haute qualité la démarquent très rapidement de ses concurrents grâce à son travail de composition et de lumière naturelle, tandis que l'air est au portrait de famille, bien rangé et neutre. Gertrude produit des images intimes, où les émotions sont libres d'être exprimées sous la délicate lumière naturelle de son studio. Et cette renommée ne passe pas inaperçue dans les hautes sphères de la société. Des personnalités publiques dans la scène politique, mais aussi scientifiques, littéraires, théâtrales et bien d'autres, s'empressent pour se faire tirer le portrait par Gertrude Casbier. Parmi ses célèbres clients, nous ne pouvons oublier de mentionner l'actrice Evelyn Nesbit, les sculpteurs Augustus Saint-Gaudens et Auguste Rodin, l'auteur Mark Twain, le peintre Robert Henry ou encore le président de l'université de Harvard, Charles Eliot. En 1896, Gertrude Casbier présente publiquement ses portraits photographiques pour la première fois lors de l'exposition du American Women's Club à New York. D'ailleurs, c'est certainement par le biais de cette exposition que Gertrude Casbier rencontre pour la première fois Alfred Stieglitz. Ce dernier admire grandement les portraits intimes de la photographe. C'est donc sans aucune surprise que Gertrude rejoint le Camera Club of New York en 1897, dont Alfred Stieglitz est le vice-président. Les années qui suivent, Gertrude Casbier produit un grand nombre d'œuvres photographiques tournant autour du sujet de la maternité. Les compositions s'inspirent de scènes de genre, pour la plupart bibliques. En exposant ces images lors d'expositions organisées par le club, elle se voit devenir une figure majeure du pictorialisme européen. En 1902, Alfred Stieglitz fonde le mouvement de la photosécession, dont fait bien évidemment partie ses plus proches acolytes, Edward Steichen, Clarence White et, sans en étonner un seul d'entre nous, Gertrude Casbier. Afin de marquer le début de cette aventure, le groupe, composé alors de 33 artistes photographes, organise sa première exposition à la National Arts Club de New York. Lors de celle-ci, les 14 portraits de femmes et d'enfants exposés par Gertrude Casbier marquent les esprits, à tel point qu'après le vernissage de l'exposition, la photographe demande à Alfred Stieglitz « Qu'est-ce que c'est que cette histoire de photosécession ? Est-ce que je suis une sécessionniste ?» Il lui répondit en lui demandant à son tour « Qu'est-ce que tu en penses ?»« Je crois que oui. » Eh bien voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. En 1903, Alfred Stieglitz lance sa propre revue photographique, Camera Works. Dans ce projet extrêmement qualitatif, le photographe et éditeur souhaite y faire rencontrer les portfolios des photographes avec les œuvres de sculpteurs et peintres, tout en y faisant figurer un journal des expositions et des articles critiques dévoués à la cause sécessionniste. Et quel honneur pour Gertrude Casbier que de se voir consacrer l'entièreté du premier numéro. D'autant plus quand on sait aujourd'hui que Camera Works a été la plus importante revue photographique de son époque. Par la suite, le travail de Gertrude Casbier est publié à plusieurs reprises dans cette même revue, et en particulier en 1907, où Alfred Stieglitz lui consacre à nouveau une édition spéciale. Mais qu'est-ce que les photographies de Gertrude Casbier ont de si fascinante pour que cette femme atteigne en si peu de temps une telle reconnaissance de ses pairs ?
Alors je vous ai déjà parlé de sa manière de rapprocher la photographie de l'art pictural classique, mais ce n'est pas tout. En effet, Gertrude Casbier travaille par cycles. Des cycles qui peuvent se regrouper en 3 grandes catégories que je m'apprête à vous présenter. Le premier cycle, je vous en ai déjà parlé, il s'agit du portrait. Bien évidemment, on le retrouve dans la majeure partie du travail photographique de Gertrude Casbier, mais dans ce cycle, je souhaite particulièrement cibler les portraits de célébrités et ces portraits de femmes et enfants, souvent issus de la haute société. On peut ainsi penser aux portraits de Miss Minnie Ashley, Mrs. Philip Ledig, Dorothy, et mon préféré parmi tous, le portrait de Miss Evelyn Nesbit, pris en 1903 et publié dans le premier numéro de Camera Works. Evelyn Nesbit, connue pour avoir inspiré l'idéal féminin américain du début du XXe siècle, est alors la modèle la plus en vogue de New York. Elle pose pour les peintres, sculpteurs et photographes, majoritairement des hommes. Pourtant, Gertrude Casbier parvient à la faire poser pour l'un de ses portraits les plus remarquables aujourd'hui. La photographie dévoile une jeune femme naturelle dans son intimité. Sa robe blanche laisse dévoiler ses épaules, ses cheveux à semi-détachés font apparaître de belles boucles, et appuyée sur sa main, elle se penche vers le spectateur avec un regard frontal, lascif, mais non moins affirmé. Déjà, Gertrude Casbier dresse le portrait d'une femme fière de son émancipation. Car oui, nous voici venus au deuxième cycle, celui des photographies témoins de la condition féminine. Ce cycle est certainement le plus long et le plus symbolique de la vie de la photographe. Tout d'abord, marquée depuis son enfance par la figure maternelle indépendante, forte et autonome, Gertrude Casbier réalise, par son mariage, de la condition réelle des femmes, dépendantes financièrement de leur mari et bloquées au statut de mère au foyer. Il est donc évident pour elle, une fois parvenue à s'émanciper pleinement, de plaider la cause des femmes par son moyen d'expression favori, la photographie, inspirée de l'art européen. Elle entame alors un travail de représentation de la maternité, la plupart du temps en s'inspirant de scènes de genre, voire même, pour être plus précis, bibliques. Et ce choix n'est clairement pas anodin. En raccord avec la foi chrétienne, les représentations bibliques européennes dont Gertrude s'est majoritairement inspirée traitent des épreuves qu'a traversées le Christ durant sa vie sur terre, jusqu'à son sacrifice à la croix pour racheter les péchés du monde. Aux yeux de la photographe, ces termes d'épreuve et de sacrifice sont symboliques de la vie des femmes. La société leur impose des épreuves liées à l'éducation, au paraître, au respect des mœurs, jusqu'à subir leur propre mariage pour ensuite être sacrifiées à l'autel de la maternité. Il serait difficile de faire toute une énumération des œuvres de Gertrude Casbier plaidant la cause de l'émancipation des femmes. Cependant, je tiens à vous parler de 3 œuvres qui ont véritablement marqué ce cycle. La première, et certainement la plus célèbre, s'intitule The Manger, la crèche en français, qui est prise en 1903. Elle est publiée aux côtés du portrait de Miss Evelyn Nesbit dans le premier numéro de Camera Works, consacré au travail de Gertrude Casbier. Et sur cette photographie figure une représentation de la nativité, une scène biblique contant la naissance de Jésus dans une étable. La scène est baignée par une lumière en arrière-plan, créant un fort contraste entre les vêtements blancs de la mère et de l'enfant, avec leur peau en contre-jour qui se fondent dans la pénombre de l'étable. On y observe toute l'attention que la mère accorde à l'enfant, tout en isolant cette relation sous un voile de mariée. Cette photographie, bien que peu évocatrice d'un militantisme direct de Gertrude Casbier, a tout de même été vendue à $100. Il s'agit là de la somme la plus élevée payée pour une photographie au début du XXe siècle. En 1904, soit une année après la parution de The Manger, Gertrude Casbier réalise un autoportrait qu'elle intitule The Heritage of Motherhood, que nous pouvons traduire en français par l'héritage de la maternité. La photographe se montre sous un air mélancolique et songeur. Elle figure le fardeau des responsabilités privées qui lui pèsent sur les épaules, et le photographe Joseph Kelly dira de cet autoportrait: il s'agit de l'œuvre la plus puissante qu'elle ait jamais exécutée, l'une des œuvres les plus tristes et les plus touchantes que j'ai jamais vues. Enfin, Gertrude n'hésite pas quand il s'agit de critiquer son propre mariage. En 1915, elle réalise Yoked and Muzzled Marriage, souvent traduit par « sous le joug et muselé, le mariage ».
Cette fois-ci, Gertrude Casbir photographie 2 enfants, observant 2 bœufs contraints de rester attachés l'un à l'autre. Spectateurs de cette photographie, nous pouvons presque nous demander qui de ces sujets se sentent les plus prisonniers. Les bœufs, qui ne peuvent se séparer, ou les enfants, qui subissent cette union forcée. Là est toute la force de cette photographie. Vient enfin le 3e cycle photographique de Gertrude Casbir, certainement le plus bref, mais aussi le plus étonnant. Au tout début de sa carrière de photographe en 1898, Gertrude fait la rencontre de la troupe du Buffalo Bills Wild West Show. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce spectacle, il me semble essentiel de vous en faire un bref historique. Tout commence en 1883 quand le célèbre chasseur de bisons, William Frederick Cody, plus connu sous le nom de Buffalo Bill, décide de créer un cirque d'exhibition qui met en scène des reconstitutions de la conquête de l'Ouest américain. Le visiteur s'empresse pour s'émerveiller devant des courses de chevaux, des démonstrations de tir, des cow-boys, mais aussi et surtout des natifs américains de la tribu Sioux. Ce cirque gagne en réputation et fait de nombreuses tournées sur l'ensemble du continent américain. En 1898, la troupe se rend à New York pour effectuer des représentations, et c'est certainement lors de l'une d'elles que Gertrude Casbir fait la rencontre de la troupe. Des suites de cette rencontre, elle fait la demande de photographier les membres de la tribu. Les natifs américains du spectacle sont considérés comme étant la propriété du show et ne peuvent donc pas donner des réponses favorables en leur nom. Par chance, la photographe commence à être en vogue à New York et c'est certainement sa réputation qui lui vaut cet avis favorable de la part des responsables du cirque. C'est donc dans un studio qu'elle accueille la tribu Sioux et commence à la portraitiser. Son travail photographique s'étend sur 3 années et dénonce les stéréotypes dont les natifs américains sont alors victimes. Lors du Buffalo Bills Wild West Show, la tribu Sioux est présentée comme sauvage, interprétant les méchants agresseurs des cow-boys. Gertrude Casbir, quant à elle, souhaite photographier la dignité et l'humanité de ces natifs américains. Pour ce faire, elle les fait poser sur un arrière-plan neutre, mettant en valeur leur visage, leurs expressions et surtout leur regard franc, frontal et fier. Elle leur demande de retirer tous les artifices scéniques ajoutés à leur tenue et autres accessoires pouvant être associés à la conquête de l'Ouest américain. Par cette démarche humaniste, Gertrude Casbir tente de comprendre ces sujets avant de les représenter dans le respect et l'authenticité qui leur est due. Force de travail et de persévérance, Gertrude Casbir atteint une renommée que peu de femmes ont jusqu'alors obtenue dans le domaine de la photographie, et elle ne souhaite pas s'arrêter en si bon chemin. C'est pourquoi en 1904, la Pratt Institute, un établissement d'enseignement supérieur spécialisé dans les arts et le design à Brooklyn, lui propose un emploi en tant que formatrice. Elle est alors l'une des premières femmes à enseigner dans cet institut et n'hésite pas à prendre sous son aile des jeunes étudiantes souhaitant également vivre de leurs propres revenus artistiques. Gertrude Casbir en est pleinement consciente. Les défis sont nombreux pour les femmes qui désirent vivre de leur art, et d'autant plus quand le milieu est dominé par les hommes. C'est pourquoi, en plus d'enseigner à la Pratt Institute, elle accueille dans son studio des femmes photographes comme apprenties. Elle leur apprend l'importance de la lumière, de la composition et de l'émotion du photographe qui doit transparaître dans l'image. Dès 1914, elle soutient l'éducation de ces jeunes apprentis en les envoyant étudier à la Clarence White School, la toute première école de photographie de l'histoire, fondée par son ami sécessionniste Clarence White. Ce dernier soutient tout particulièrement les femmes à embrasser la carrière de photographe en intégrant son école. Pour Gertrude Casbir, la photographie est le médium artistique par excellence capable d'aider les femmes à l'émancipation. Pour soutenir ce propos, je souhaite vous partager 5 citations tenues par Gertrude Casbir elle-même. La photographie est un moyen pour une femme de faire quelque chose pour elle-même, de sortir de la maison et de voir le monde sous un autre jour. Il n'y a rien de plus important que l'indépendance d'une femme. Le métier de photographe permet cela, en leur offrant non seulement une expression artistique, mais aussi une liberté financière. Si une femme est suffisamment déterminée, elle peut accomplir tout ce que fait un homme dans le domaine de la photographie. La photographie permet aux femmes de capturer la beauté du monde tout en restant indépendantes.
J'espère que davantage de femmes choisiront de devenir photographes. C'est une vocation digne, pleine de potentiel, qui offre aux femmes un moyen de participer à la vie artistique et professionnelle. Gertrude Casbir maintient que les femmes peuvent exceller dans la profession de photographe. Et pour illustrer sa vision, elle décide de faire un pas de plus dans son combat en 1910. C'est cette année qu'elle fonde la Women's Federation de l'Organisation photographique des États-Unis. En créant la Women's Federation, la figure féminine de la photosécession offre la toute première structure pour répondre aux besoins des femmes photographes. La fédération leur met donc à disposition un réseau de soutien et des lieux d'échange et d'exposition. C'est ainsi que les femmes photographes peuvent s'entraider techniquement, partager leur expérience et leurs défis, mais également débattre librement, apprendre à affirmer leurs idées, défendre leurs droits à un espace professionnel et créatif et agir directement pour une meilleure inclusion des femmes dans la sphère photographique. Grâce à Gertrude Casbir, la Women's Federation a été l'une des premières organisations à légitimer la place de la femme dans la pratique photographique et à lutter pour l'égalité des sexes dans la profession. Un combat qui, il faut le rappeler, est encore en cours aujourd'hui. Tandis que Gertrude Casbir devient une figure de proue de la photographie américaine, elle se voit projetée sur la scène internationale en 1904. Cette même année, la ville de Saint-Louis accueille 2 événements populaires et internationaux simultanément, les Jeux Olympiques et l'Exposition universelle. Et tandis que les grands de ce monde se réunissent en quête du meilleur athlète et du meilleur scientifique, Gertrude Casbir se voit remettre la médaille d'or de l'Exposition universelle. Une raison assez suffisante pour braquer les regards sur son travail artistique. En 1906, Casbir est invitée à exposer à la Royal Photographic Society de Londres et au Salon d'art photographique à Paris. Ce dernier lieu d'exposition la projette définitivement sur la scène artistique européenne et consolide son statut de pionnière novatrice auprès du public outre-Atlantique. Et même si quelques Européens récalcitrants à son art se cachent dans la masse d'admirateurs, la photographe n'en a pas fini avec eux. En 1911, Gertrude Casbir devient la première femme à devenir membre de la Linked Ring, une célèbre et très réputée organisation britannique de photographes revendiquant le médium comme art à part entière. Durant la décennie qui suit, et ce jusqu'en 1920, Casbir expose sporadiquement aux États-Unis et en Europe, renforçant sans cesse sa position en tant qu'artiste photographe, malgré le déclin du pictorialisme et les nombreux problèmes de santé de la photographe qui la forcent à se retirer progressivement de la scène artistique, privilégiant sa vie personnelle, telle que ses enfants et petits-enfants. Malgré cette prise de recul nécessaire, elle ne refuse pas la rétrospective de son travail photographique que lui propose l'Institute of Arts and Science de Brooklyn, maintenant connu sous le nom de Brooklyn Museum. C'est donc en 1929 que la rétrospective ouvre ses portes, présentant l'œuvre d'une vie de femme âgée désormais de 72 ans. Par cet événement, l'Institut reconnaît son rôle en tant que pionnière de la photographie américaine et particulièrement à la photosécession. Dans la large sélection de ses photographies, les spectateurs y retrouvent ses portraits de célébrités, mais aussi de femmes et d'enfants, de natifs américains, accompagnés de ses œuvres traitant de la maternité et du rôle de la femme dans la société américaine. Le 12 octobre 1934, Gertrude Casbir décède à l'âge de 82 ans, à New York. Ces photographies sont alors léguées ou achetées par des musées et collections privées tels que le Met, le MoMA, le Brooklyn Museum ou encore, plus récemment et plus proche de chez nous, le musée d'Orsay à Paris. Malgré ces acquisitions, elles n'ont pas pu empêcher l'oubli temporaire de l'œuvre de Gertrude Casbir en raison de l'essor de la photographie moderniste, qui éclipse temporairement les photographes pictorialistes. Heureusement, le féminisme des années 70 remet en lumière cette pionnière de la photographie artistique. Gertrude Casbir devient alors une icône du mouvement. Elle est admirée pour avoir mené carrière dans une profession à majorité masculine, tout en créant des images puissantes sur l'émancipation des femmes et sans oublier sa structure pour l'égalité des sexes dans ce secteur professionnel. L'œuvre de Gertrude Casbir inspire également de nombreuses photographes qui ont elles aussi mené carrière dans la profession. Parmi elles, nous pouvons citer Imogen Cunningham, grande figure du mouvement F64,
mais aussi Alice Bouton, Anne Brugman, Clara Ciprel, Dorothea Lange, Tina Modotti, Margaret Watkin et encore Marie-Hélène Mark. À toutes ces femmes photographes dont Gertrude Casbir a inspiré et inspirera encore les carrières et les œuvres, souvenons-nous de ses défis, de ses réussites et de sa vision pour le devenir de la photographie. Car comme elle le disait si bien, la clé de la photographie artistique, c'est de travailler sur ses propres pensées. Merci d'avoir écouté cet épisode sur Nicéphore. Avant de partir, je vous invite à laisser des étoiles et un avis, sans oublier de rejoindre la communauté de ce podcast sur Instagram et Discord. Si vous souhaitez soutenir et faire perdurer Nicéphore Podcast, vous pouvez rejoindre mon Patreon à hauteur de vos moyens, vous donnant ainsi accès à des épisodes exclusifs, ainsi qu'à la revue trimestrielle du média. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode historique et photographique. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, pour être inspirant, il suffit d'être inspiré.